La ville de Saint-Paul-et-Dax avec Kevin Lossu vous présente les rendez-vous du patrimoine. Une archive, un bâtiment, un fait remarquable de la commune. On vous dit tout, on vous raconte tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e numéro des Rendez-vous du patrimoine Saint-Paulois, toujours en compagnie de Kevin Lossu. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce podcast n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque nous allons parler 100% de patrimoine et du patrimoine d'ailleurs qui était, on va dire, conservé dans nos archives et que Kevin, en fait, depuis quelques semaines maintenant, vient d'exhumer. Alors je crois, Kevin, qu'on passe de 42 références à 280, c'est ça ? Oui. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon en fait, de ces découvertes et puis que vous nous donniez envie de les partager avec nous avant qu'on puisse les mettre en valeur de manière différente. Alors par quoi vous voulez commencer ? Peut-être par le contexte, c'est-à-dire comment on en est arrivé à s'intéresser aux œuvres d'art possédées par la collectivité. Il y a 3 semaines, on m'a demandé de réaliser un inventaire des collections qui appartenaient à la ville, les collections d'œuvres d'art. On parle de tableaux, on parle de sculptures, dans un but qui est très précis, bien les protéger par rapport aux polices d'assurance, parce qu'évidemment, on a un patrimoine, mais on ne savait pas exactement ce qu'il comportait. Et ce patrimoine, évidemment, comme tout objet, on doit le protéger par des polices d'assurance. Alors, avec Marie-Sophie Zion, l'archiviste municipale, on s'est mis en quête de recenser dans la mairie toutes ces œuvres, à commencer par une grande caisse de tableaux et qui concentrait un certain nombre d'œuvres qui étaient connues pour certaines et pour d'autres qui ont réservé quelques surprises. Voilà comment ça a commencé. Alors donc là, ce sont des découvertes qui sont internes à la mairie. Vous avez donc découvert un certain nombre d'œuvres de peintres locaux, c'est ça ? Tout à fait. Ce premier travail a permis de voir que la mairie possède des richesses assez intéressantes concernant des signatures connues localement. On va avoir Georgette Dupouille, qui est bien connu à Dax, il y a un musée. Jean Rigaud, qui est un peintre régionaliste des années 30 aux années 60. Bien sûr, Gaston Larieux, qui est vraiment le peintre saint-paulois par excellence. Là, on a une belle collection de Gaston Larieux très moderne, donc plutôt un peintre des années 50-60 et surtout dans les années 70. Et puis, quelques signatures connues localement, je pense à Marc-Jean Convert ou à Ray Letellier, qui ont légué à la ville des œuvres de grand format, assez contemporaines et abstraites. Et si vous nous deviez retenir un seul de ces tableaux que vous avez découvert et nous le décrire pour nous donner envie, lequel vous retiendriez ? Je pense le portrait de Maurice Boyau. C'est un legs qui a été fait en 1975 par la famille Miliès-Lacroix à la ville. Et c'est cet aviateur célèbre, qui était un grand as, dont la maison familiale se situe sur le territoire de Saint-Paul. Et ce tableau qui se trouvait dans l'escalier d'honneur de la mairie a été déplacé dans une grande caisse. Il est magnifique, il est plus grand que nature. Et c'est vraiment l'aviateur héroïque dans une tonalité grise un petit peu triste, parce que c'est la guerre de 14 dont on parle. Mais on voit l'aviateur héroïque avec ses médailles en uniforme. C'est une pièce exceptionnelle d'un point de vue technique. Alors, de l'inventaire de la mairie, on est passé à l'inventaire des bâtiments communaux avec cette nécessité de se dire toujours il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter simplement là. Alors qu'est-ce que vous avez exploré comme bâtiment et qu'est-ce que vous avez découvert ? Eh bien, après avoir fait les bureaux de la mairie et puis tous les annexes, se posait la question de voir toute l'emprise des bâtiments communaux. On ne se figure pas, mais en fait, il y a énormément de bâtiments qui appartiennent à la ville. Ça va de la crèche au CCAS, en passant par les écoles, jusqu'au centre technique municipal. Alors, première chose que j'ai voulu voir, c'est le centre technique municipal. C'est là que peut être déposé du mobilier, du matériel. Lorsque par exemple un bâtiment est détruit, il se peut que les services municipaux aient récupéré des grilles, des balustrades. Alors, en allant là-bas, j'avais cette petite intuition. J'étais un petit peu déçu, mais il y a néanmoins quelques petits vestiges, notamment des éléments. Alors, ce sont des bornes en pierre qui devaient se trouver dans le jardin de la mairie, qui doivent dater du 19e siècle, qui sont de très très beaux éléments sculptés. Il y a aussi l'ancienne fontaine qui se trouvait place du marché, exactement, qui est là démontée, et une petite sculpture qui se trouvait dans le parc de la Pelouse. Voilà, c'est très simple. Tout cela est référencé du coup maintenant. Aujourd'hui, tout ça est référencé puisque l'idée de cet inventaire, c'est de donner un numéro à tous ces objets, de les photographier méticuleusement, d'en prendre les dimensions afin de savoir exactement ce qu'on possède et à quoi ça ressemble. D'accord, donc après le CTM
Alors après le CTM, ça a été un peu la tournée des Grands-Ducs, c'est-à-dire on va au restaurant municipal, à la crèche. Alors Elle a tourné des Grands-Ducs, le restaurant municipal. C'est- Oui, effectivement. c'est étonnant, mais alors là on a des choses, il faut le dire, beaucoup plus modestes. Là on va se trouver dans le cas par exemple de dons, de pensionnaires qui ont fait des œuvres amatrices et qui les ont offertes à la ville. Ça fait partie maintenant du patrimoine municipal. Il n'y a pas que des grandes œuvres, il y a des choses aussi beaucoup plus anecdotiques, mais néanmoins qui sont là pour décorer les murs. Et le plus intéressant peut-être, c'est la transition vers les écoles. Parce que là, quand je pose ma question, avez-vous des œuvres d'art? Bon, la plupart du temps, on m'a répondu avec humour, par nous, on n'en voit pas. Il y a celle des enfants. Il y a celle des enfants, voilà, celle des enfants. Mais en fait, dans la réalité, c'est qu'il y a des œuvres d'art, mais on ne les voit plus. Elles sont bien là. On a notamment des commandes du 1% artistique qui se sont retrouvées dans les écoles, ou tout simplement des œuvres qui appartenaient à la ville et qui ont décoré certaines écoles, et qu'on avait soit oubliées, ou soit qu'on ne regarde plus. Alors, à force de persuasion, on est arrivé à voir avec les directeurs et directrices qu'il y a effectivement des tableaux qui sont ça et là, et des sculptures également. Et alors, vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle école et ce qui vous a le plus marqué dans vos visites et dans vos découvertes? Alors, principalement, la plus belle découverte, c'est sans conteste Henri Lavielle. L'école maternelle d'Henri Lavielle, la première école, on va dire, moderne de Saint-Paul, construite par Guy Chemer en 1953, concentre un programme de fresques peintes. Ça, c'est une vraie découverte parce que ces éléments étaient occultés derrière des panneaux depuis une dizaine d'années et derrière des dessins d'enfants. Et en relevant ces panneaux, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait ces magnifiques programmes peints que finalement les anciens Saint-Paulois connaissent en étant passés par cette école et qui nous présentent en fait différentes ambiances aquatiques, la basse-cour, un ciel étoilé, en rapport finalement avec les thèmes de la vie pour l'éveil des enfants avec de très jolies couleurs dans un style qui évoque sans détour le style de Matisse. Ce programme a été réalisé par une femme peintre qui, en 1953, a réalisé quand même une quarantaine de panneaux. Donc, c'est, à ma connaissance, un programme totalement inédit dans les Landes et c'est une très belle découverte. Très bien. Alors, bien sûr, j'imagine que vous êtes arrêté à la maison Pierre-Benoît. C'est incontestable, ça. C'est un élément vraiment incontournable et une très belle surprise. Car ce que l'on sait de la maison Pierre-Benoît, c'est que c'est une maison d'écrivains et dans laquelle se trouvait un musée. Musée qui d'ailleurs aujourd'hui fait l'objet de visites qui ont pas mal de succès. Et derrière le personnage de Pierre Benoît, on a presque oublié la figure de ses sœurs, qui, donc Marie-Thérèse et Renée Benoît, qui ont légué ce patrimoine par le biais du groupe Gascogne à la ville finalement. Et la ville se retrouve en possession d'œuvres qui, pour certaines, ont été inventoriées. Elles sont affichées au mur. Ce sont des peintures, principalement du XVIIIe siècle au XIXe siècle, voire certaines du début XXe. Mais il y avait aussi, et ça a été la grande surprise, tout un ensemble de tableaux de bois peint qui se trouvaient dans les armoires. Des armoires qui n'avaient jamais été inventoriées, ni par les amis de Pierre Benoît, qui se sont essentiellement attachés à la figure de l'écrivain, ni par la ville, ou ni même par le groupe Gascogne, qui, je pense, a été dépassé clairement par ce fonds qui devait être peut-être vu comme un fonds peut-être anecdotique par rapport au grand écrivain. Et alors, qu'est-ce que décrivent ces tableaux? En fait, qu'est-ce qu'ils représentent plutôt? Eh bien, ces tableaux sont essentiellement des études datant des années 20-30 jusqu'aux années 60-70. Des études d'abord dans la première partie de femmes, des portraits dans un style cubiste, puisque Renée Benoît, puisque c'est d'elle dont on parle principalement, était une artiste qui a suivi des cours à Paris, qui a connu le Paris ébouriffant des années 20-30. Elle vivait dans le quartier de Montparnasse, donc à 2 pas de la Coupole. Elle a connu des gens comme Picasso, comme Kandinsky par exemple. Et elle a essayé d'embrasser une carrière finalement internationale. On sait d'ailleurs, et ça c'était une très belle découverte, on a retrouvé le diplôme qu'elle a obtenu, la médaille d'or, à l'exposition universelle de 1937 en tant qu'illustratrice. Ça vient renouveler complètement notre connaissance sur ce personnage. Et puis, pour peut-être des aléas qui nous échappent, elle a décidé de mettre fin à cette carrière internationale, peut-être remisée dans l'ombre de son frère qui était un petit peu présent, et elle s'est consacrée finalement à conserver la mémoire de Pierre Benoît et à abandonner cette carrière d'illustratrice auquel elle aurait pu prétendre. Donc on retrouve essentiellement des œuvres qui ont été peintes à la pelouse, des œuvres assez interpellantes, puisque c'est toujours la même vue de l'allée des Platanes, dans des styles qui va d'une
d'un style cubiste jusqu'à un style qui rappelle par exemple les œuvres de Bernard Buffet, très expressives, parfois un peu noires, un peu tristes, mais néanmoins on a une très belle collection de 80 à peu près huiles et gouaches sur toile ou sur panneau bois. Un héritage vraiment remarquable. Mm. On a parlé de la maison de Pierre Benoît, mais si on se redéplace près d'un secteur qu'on a déjà abordé ensemble, j'imagine que vous êtes allé également traîner vos guêtres, comme on dit, du côté de l'église. Bien sûr, l'église. On l'oublie trop souvent, mais l'église appartient à la ville. C'est depuis 1905 un acquis qui donne lieu régulièrement, normalement, à des inventaires. Donc pour ce site, j'avais déjà un premier état des lieux qui avait été réalisé donc en 2005, notamment par Jean-Philippe Maisonneuve, qui travaille pour le service de l'inventaire à la conservation des objets et qui vient voir tous les objets liturgiques qui sont présents dans cette église, mais même dans toutes les églises des Landes. Alors, c'est intéressant parce que ce travail d'inventaire mené par la région n'était pas complet. On a les objets, on va dire, emblématiques, les objets de culte, les objets notamment qu'on trouve dans le chœur, mais il n'a pas eu le temps d'inventorier tous les objets qui sont dans le clocher. Et c'est là que des découvertes intéressantes ont été réalisées. Autant le dire tout de suite, ce ne sont pas des objets exceptionnels. On n'est pas là dans un patrimoine d'orfèvrerie, comme on peut trouver dans des trésors de cathédrales. C'est pas Notre-Dame, soyons très clairs. Néanmoins, on a là des objets qui, pour certains, remontent au XVIIIe siècle, pour l'essentiel au XIXe siècle, et qui nous renseignent finalement sur des pratiques qui avaient cours à cette époque-là. C'est-à-dire ? Alors, principalement des luminaires, on va avoir des bougeoirs, on va avoir des chandeliers, également tout ce qui va être lié au culte, donc c'est des objets un petit peu techniques, des ostensoirs, des objets que l'on va montrer, qui sont plus remarquables, des encensoirs, on va avoir des prie-dieux, des choses de cet ordre-là, et puis surtout un patrimoine qui n'est pas montré parce qu'il est remisé dans le clocher, beaucoup de sculptures en plâtre. C'était une production qui était très active au XIXe siècle, une production industrielle avec différents saints polychromes. Donc c'est des plâtres polychromes un peu moins grand que la dimension humaine, mais néanmoins qui relate un savoir-faire artistique qui était très actif à ces époques-là. Aujourd'hui, on n'a plus cette pratique du culte, donc ces objets, on n'en a plus besoin, comme le grand maître-autel en bois traditionnel qui était là, a été remisé depuis peu dans des parties latérales, parce qu'on a commandé il y a peu un hôtel moderne à une artiste, à une architecte contemporaine. Donc aujourd'hui, on est plus dans une vision très sobre des rites et non plus dans la grandiloquence avec les grandes boiseries et les orfèvreries d'antan. Alors vous parlez du bois, mais il y a également du mobilier remarquable, je crois, dans l'église. Tout à fait. C'est une commande qui intervient au moment où l'église va être mise en chantier, où la nef va être complètement reprise par les architectes Durand et Guichenet. On est là en 1845 et c'est un menuisier local, Jean Bernos, qui va être chargé d'exécuter ce mobilier qui comprend bien, en premier lieu les autels. On a l'autel principal, ce qu'on appelle le maître-autel dans le chœur, les autels périphériques, donc qui sont dans les petites absides de part et d'autre, et puis surtout, eh bien, tous les confessionnaux. Hein, ce sont des meubles dans lesquels on vient recevoir la confession, on vient se confesser au prêtre, donc qui est au centre, et il y a une loge de part et d'autre. Alors c'est amusant parce que ce mobilier est un petit peu dans l'esprit de l'Église, et c'est ça qui est assez intelligent là-dedans. On a demandé aux artisans de s'inspirer de l'architecture romane, donc qui marque cette Église, et de faire une composition idéale. Donc ces confessionneux sont des sortes de petits châteaux forts avec des créneaux, des petites échauguettes, c'est-à-dire des tours d'angle, des frontons avec des croix trilobées, enfin tout un vocabulaire qui nous renvoie finalement à un imaginaire médiéval idéal, un petit peu à la manière de l'architecte Viollet-le-Duc, avec pour le coup là Notre-Dame ou Carcassonne par exemple, et qui ici est adapté et prend place finalement dans le lieu, qui est une citation idéalisée de l'époque romane, mais qui vient, comme d'ailleurs le mobilier et l'orfèvrerie qui elle-même a des rinceaux qui nous rappellent là presque les temps de Clovis ou de Charlemagne, alors qui sont plus antérieurs, mais qui nous rappellent ce Moyen-Âge idéalisé. Tout ça est transcrit dans le mobilier pour être finalement en accord avec le passé.
Écoutez, merci beaucoup Kevin, effectivement on sent la passion qui vous anime et on est très content que cette mission puisse poursuivre en fait dans cette direction puisque finalement on l'a dit en introduction, mais 400 œuvres maintenant qui ont été mises à jour, qui sont référencées et qui vont du coup être protégées puisque c'est le but. On sait maintenant ce qu'on possède et il faudra voir effectivement par la suite à pouvoir mettre en valeur et présenter au grand jour toutes ces œuvres. On vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker ce podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous et à bientôt.